Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette webconférence organisée par WeFace. Donc, c'est la première conférence digitale organisée par WeFace avec notre nouvelle plateforme. Je suis très agréablement surpris car vous êtes à l'heure déjà, mais c'est surtout que je vois le nombre de participants aujourd'hui qui grimpe progressivement, donc je pense que tout le monde devrait être là d'ici 5 minutes maximum. On est à plus de 131 personnes connectées simultanément. Donc du coup, je pense qu'il y aura beaucoup de questions pendant la formation. Ce que je vous propose, vous pouvez les écrire en fait ces questions directement sur le chat qui se trouve dans l'interface dans laquelle vous êtes connecté. Et puis bien sûr, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions simultanément. Donc pendant la formation, je vais répondre à quelques questions, celles qui me semblent les plus pertinentes par rapport à ce que je suis en train de dire. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la formation en ligne, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat et j'y répondrai également en direct. Donc merci encore une fois d'être connecté. Et puis, est-ce que tout le monde m'entend bien déjà, juste pour faire un petit test avant de démarrer? Est-ce que la qualité du son, ça va? Ok. Ok, bon bah super. Alors, donc c'est la première formation, comme je vous le disais, digitale en ligne gratuite, organisée par WeFace. Donc moi je suis Samuel Vallée, ceux qui me connaissent déjà peut-être sous le nom du marketeur inverse par les articles marketing que je fais régulièrement sur Facebook. Sinon vous pouvez me retrouver, Samuel le marketeur inverse sur Facebook. Je vous accepterai très volontiers dans ma liste de contacts professionnels pour échanger également par la suite si vous le souhaitez. Donc je suis directeur de recherche scientifique chez WeFace. Je m'occupe vraiment de toute la partie recherche et développement sur la morphologie, la micromorphologie et la psychologie. Je suis auteur de plusieurs ouvrages en psychologie et en marketing inverse. Alors juste pour vous dire un petit mot de la société WeFace, c'est une société qui a été créée il y a 7 ans environ. C'est une société qui fait de la recherche scientifique en fait sur le visage, sur la micromorphologie, et qui crée ensuite des applications digitales, donc sur tablette tactile, PC, Mac, etc., pour aider simplement les personnes, les consultants à mieux connaître leurs clients. Donc WeFace, c'est vraiment la seule start-up au monde à développer la technologie d'intelligence faciale de manière scientifique, et notamment pour le conseil en images, la coiffure, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais notamment aussi dans la robotique et le marketing prédictif. Pour ceux qui souscriront l'application WeFace ou qui l'ont déjà souscrite, évidemment, je vous souhaite tout le succès possible dans votre entreprise avec les applications WeFace. Vous savez, pour ceux qui nous connaissent, que WeFace croit vraiment à une manière différente de penser, et c'est ça vraiment qui nous guide aujourd'hui, c'est-à-dire changer un petit peu les habitudes que l'on peut trouver dans certains métiers, dans le conseil, essayer d'aller beaucoup plus loin et surtout apporter une dimension scientifique et plus crédible au conseil et au diagnostic particulièrement. Et je vais vous parler donc de micromorphologie émotionnelle d'une manière plutôt ludique et innovante. Alors le challenge c'est quoi? On va être ensemble à peu près 1 heure et on sait que la morphologie en général, la morphologie associée à la psychologie, alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le visagisme, ce sont des notions qui peuvent prendre du temps à apprendre et qui dépendent énormément de la vision qu'on a chacun. Ce qui nous a animés à l'origine de WeFace, c'était simplement le constat du client, c'est-à-dire celui qui va par exemple dans un salon de coiffure, puis dans un autre, et dans un autre, et dans un autre. Et en faisant 10 coiffeurs, on a un client qui se rend compte que finalement, il va avoir 10 conseils différents. Personne ne va lui dire la même chose, personne ne va lui conseiller la même chose. Et le client se rend compte qu'il n'y a pas de référentiel dans ce métier. Et c'est un vrai problème aujourd'hui, parce qu'on connaît les habitudes des consommateurs qui est de zapper, qui est de changer, qui est de comparer. Et c'est en comparant qu'aujourd'hui le consommateur s'est aperçu que dans les salons de coiffure, eh bien, on n'avait pas du tout le même conseil d'un salon à l'autre. Ce qui explique qu'il n'y a pas de référentiel et donc simplement la valeur du conseil en lui-même pour le client, eh bien, elle est nulle, elle n'a pas de valeur, puisque en fait, quand on paye un conseil dans un salon et qu'on va dans un autre salon, avec un prix qui peut être supérieur ou même inférieur, on aura un conseil différent. Donc où est la référence du diagnostic? Comment on peut dire qu'un conseil est meilleur qu'un autre
si derrière on n'arrive pas à justifier son conseil. Eh bien c'est vraiment ça qu'on a essayé de changer, en tout cas dans le monde de la coiffure, c'est essayer d'apporter un référentiel, est-ce que le diagnostic qui sera effectué par le coiffeur soit beaucoup plus précis, soit pertinent, et qu'on ait des réponses à toutes les questions que les clients pourraient se poser sur eux-mêmes, des réponses concrètes, des réponses morphologiques et des réponses scientifiques. Par exemple, si un client va vous demander quelle couleur de cheveux pourrait me correspondre, quelle largeur de mèche je pourrais faire, etc., eh bien, où est-ce qu'on va chercher ces informations sur la morphologie? Comment on apporte une réponse concrète à ça, sans que ce soit du feeling ou ses goûts personnels ou sa propre vision qui rentre en considération? Parce qu'aujourd'hui, vous devez bien avoir conscience que dans ce métier, même si c'est un métier artistique également, hein, bien sûr, c'est aussi du business, une entreprise c'est aussi commercial, mais la touche artistique elle est toujours aussi importante. Mais ça ne doit pas entrer en conflit avec cette notion de feeling, c'est-à-dire l'artistique ne doit pas être à un moment donné que du feeling, parce qu'on est aussi sur un client, et le client attend des résultats et veut savoir pourquoi on fait les choses. Et si on fonctionne qu'au feeling, à un moment donné, ben c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la coiffure, c'est qu'on perd de la crédibilité, le consommateur n'en veut plus tout simplement. Donc aujourd'hui, quand on donne un conseil, quand on fait un diagnostic, eh bien, le client, le consommateur recherche de la précision dans ce qu'on dit. Vous me dites ça, c'est bien, mais pourquoi? Voilà. Et si vous arrivez à expliquer pourquoi vous faites les choses, alors vous aurez toute l'attention et toute la crédibilité du client, et là, votre service aura une vraie valeur. Votre service, vous pourrez le facturer, il aura une vraie valeur, puisque le conseil sera précis. Il est important pour un coiffeur de prendre conscience que la crédibilité aujourd'hui, s'il veut révolutionner son métier, s'il ne veut pas être en décalage avec le consommateur, eh bien il faut savoir aujourd'hui apporter des notions scientifiques, de la crédibilité et surtout un vrai référentiel dans son diagnostic, dans les choses qu'on dit. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Vous allez apprendre tout simplement environ 6 ou 7 ans de psychologie et de morphologie en seulement 1 heure et vous pourrez l'appliquer. Voilà, ça c'est vraiment l'enjeu de la formation aujourd'hui et c'est ce que vous allez apprendre. Alors on va commencer tout de suite par un petit jeu très ludique. Donc j'ai déjà des questions qui sont affichées, donc j'y répondrai à la fin parce que ça c'est des questions que je vais traiter par la suite au fur et à mesure que je vais avancer dans la formation. Donc finalement vous aurez peut-être les réponses au fur et à mesure. Alors pour commencer on va simplement apprendre déjà que votre première intuition est souvent la meilleure, hein, et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut utiliser dans cette intuition en fait. L'idée c'est de structurer simplement ce que vous savez déjà pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre dans ce que vous percevez. Et moi je vais vous faire vraiment une synthèse de tous les travaux scientifiques aujourd'hui qu'on sait faire, de tous les résultats qu'on a obtenus. Je vais vous faire une synthèse qui va vous permettre de comprendre plus vite ce que vous devez utiliser ou pas et comment vous allez pouvoir le mettre en application concrètement. Alors là, devinez le métier de cette personne. J'ai déjà une dizaine de réponses, alors on me dit oui, donc j'ai cuisinier, militaire, marine, ouais, marine nationale, militaire encore, ouais. Ok, donc je vais vous donner directement la réponse, effectivement, hein, vous n'êtes pas trop mal là, vous êtes bien. Donc il n'est pas cuisinier, hein, bon quoi que ça aurait pu, pour la rigueur certainement, le côté un peu structuré, il est militaire. Comme je vous le disais, c'est exactement ce qu'on voit un petit peu dans la géométrie déjà, le contour de son visage, cette structure au niveau sur le haut du visage, également sur le bas. On sent de la rigueur et de la structure, donc ça c'est lié à son éducation principalement et à la discipline, la rigueur qu'il met aussi dans l'exécution des tâches. Comment va fonctionner en fait tout simplement la morphologie par rapport à l'éducation, par rapport à la psychologie? Eh bien c'est très simple. En fait, tout ce qui est biologique dans l'environnement, c'est une loi scientifique universelle, hein, tout ce qui est biologique s'adapte constamment à l'environnement dans lequel il évolue. Donc les cellules ont besoin de s'adapter par rapport à l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc la psychologie, c'est quelque chose qui permet de générer des flux chimiques dans le cerveau. Donc la psychologie influence énormément l'évolution des cellules. Et simplement pour que vous vous trouviez le mieux possible dans l'environnement dans lequel vous êtes, eh bien vous avez besoin d'adapter votre corps, vous avez besoin d'adapter vos cellules. Alors pourquoi le visage plutôt que le corps? Alors tout le corps s'adapte en fait, hein. Mais simplement sur le visage, c'est l'élément du corps qui évolue le plus vite, donc sur lequel on peut avoir les informations le plus rapidement possible. Voilà, et notez bien que sur le visage,
C'est le seul élément dans lequel on va retrouver tous les capteurs, hein, qui sont les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc., qui sont centrés et focalisés sur le visage plutôt que sur le reste du corps. Donc c'est pour ça qu'on analyse le visage. Aujourd'hui, chez WeFace, on a découvert dans les avancées scientifiques que toutes les informations qu'on avait habituellement sur le profil, finalement, se retrouvent sur une photographie de face. Toutes les informations de profil sont contenues dans un visage de face. Donc on n'a absolument pas besoin du profil, parce que je vois qu'il y a une question qui me disait pourquoi vous ne parlez pas du profil en général. Eh bien c'est ça, c'est tout simplement que toutes ces informations aujourd'hui sont contenues de face, et on n'a absolument pas besoin de voir le profil de la personne pour faire des conclusions sur son profil. On peut avoir toutes ces informations de face. Alors bien sûr, quand vous avez l'application WeFace, il suffit de faire un scan, hein, donc c'est une photo comme une photo d'identité du visage, et en moins de 10 secondes, vous avez 45 pages de résultats sur la personnalité, le fonctionnement, la coiffure, etc. Donc ça va beaucoup plus vite, et vous limitez évidemment le risque d'erreur ou d'interprétation, parce que c'est du digital et c'est totalement impartial. Il y a 5000 calculs qui sont faits sur le visage, vous avez le résultat immédiatement. Mais ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est pas de vous parler de l'application, c'est vraiment de vous expliquer comment, déjà, par rapport à votre intuition, vous pouvez obtenir des informations et vous pouvez obtenir des résultats que vous pourrez appliquer demain directement en salon. Alors on va essayer maintenant avec la nationalité, hein. La morphologie c'est universel, hein, ça marche quelle que soit la couleur de peau, ça marche quelle que soit la nationalité, etc. C'est totalement universel, c'est les mêmes éléments, quel que soit le personnage. Alors ici, est-ce que cette personne est française ou anglaise? Voilà, donc là, les réponses arrivent. J'ai 30 lignes à lire directement, mais bon, tout le monde dit à peu près la même chose. Là, je crois que c'est encore plus unanime que pour le militaire. C'est effectivement anglaise. Voilà, je vous donne tout de suite la réponse. Votre première intuition vous dit que cette personne est anglaise, effectivement, parce que votre regard est déjà habitué à voir des personnes françaises et voir des personnes qui sont d'une autre nationalité. Vous le voyez principalement ici sur la dentition, et ça c'est lié à la langue, principalement chez l'anglaise, hein, dans la prononciation des E, etc. Le corps, les maxillaires, la bouche doit s'adapter tout simplement à la langue pour que la prononciation se fasse le mieux possible et que la qualité du son par rapport à ce que l'on veut exprimer, eh bien, soit la mieux possible, tout simplement. Image suivante. Alors, qui est la nounou? La personne de gauche, donc la dame qui est habillée en bleu. Deux seulement suggestions sur la dame en rouge. On me dit politicienne sur celle de rouge. Donc la question là c'est qui est la nounou, hein, donc on reste sur la personne de gauche effectivement. Qu'est-ce qu'on doit avoir sur le visage? Eh bien sur la structure du visage on voit surtout de la rondeur en fait, hein. Des lignes courbes sur le haut du visage et des lignes courbes sur le bas, également des joues bien denses. Les lignes courbes sont vraiment synonymes de féminité et de douceur, donc c'est ce qui ressort vraiment de ce visage. Maintenant on va parler des prénoms. Donc la résonance du prénom, la manière dont est prononcé un prénom va jouer aussi sur la morphologie, comment elle va se modeler. Donc très bien, vous êtes bien là aussi. Donc en majorité, j'ai la Pauline et la personne de droite, donc avec les cheveux bruns. Effectivement, c'est Pauline. On le voit là sur la prononciation, le P des syllabes beaucoup plus dur, hein, à prononcer, le Pauline. Ce côté, cette rigidité dans la prononciation du prénom est aussi synonyme de cette morphologie qui est un peu plus structurée avec des couleurs beaucoup plus sombres. Allez, une petite dernière pour terminer l'exercice, qui est une bonne introduction. Alors là, je vois des AAA qui s'affichent avec des petits smileys sur le chat. Je crois que là, on est tous d'accord hein, aussi. Hein, bon. Donc voilà, hein, la réponse que vous attendiez. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui? Eh bien, premièrement, vous allez apprendre à décoder le personnage que veut incarner le client. Vous allez vous rendre compte que finalement, un client, quand il rentre dans un salon, eh bien, c'est un personnage qu'il veut incarner. Je vais vous expliquer comment décoder ce personnage, et vous allez apprendre à le décoder vous-même, et vous allez voir que finalement, ce personnage est
très intimement liées à la coiffure. On va quasiment parler de la même chose finalement. Parler du personnage, c'est parler de la coiffure. Et ensuite, vous allez apprendre à utiliser la morphologie pour accompagner vos choix. Donc là, on va voir à peu près une dizaine de critères sur la lumière, la hauteur de ton, les reflets, etc., les mèches, la texture de cheveux, la longueur, les géométries. Et on va voir, pour répondre à ces questions, qu'est-ce qu'on doit utiliser en utilisant la morphologie, qu'est-ce qu'on doit utiliser sur le visage, qu'est-ce qu'on doit regarder. Alors commençons tout de suite par décoder le personnage que veut incarner le client. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est le personnage qui doit définir la coiffure et non l'inverse. Un des premiers slogans de chez WeFace, c'était « Parce qu'il y a quelqu'un sous vos cheveux ». Parce qu'il y a quelqu'un sous vos cheveux. C'est que souvent, en école de coiffure et dans l'apprentissage, dans l'enseignement, on apprend à coiffer les cheveux, on travaille sur des têtes, on développe la technique, la coupe, mais on ne s'occupe pas de la personne qui est en dessous. Et parce qu'il y a quelqu'un sous vos cheveux, c'est fondamental. Ce n'est pas la coiffure qui va définir la personnalité, mais c'est le personnage qui définit la coiffure. Si vous avez découvert le personnage, vous pouvez découvrir la coiffure. Alors que si vous n'avez pas le personnage, la coiffure que vous ferez sera assimilée à du déguisement. Vous vous souvenez de ces logiciels de coiffure où on vous disait, vous faites la photographie du visage et puis on va vous coller une coiffure sur la tête et on va vous montrer ce que ça donne, etc. Eh bien, ça n'a pas marché tout simplement parce que c'était du déguisement. D'accord? C'était du déguisement. On mettait une coiffure sur une tête et on disait, voilà ce que ça donne. Et après, faut la refaire. Ça marche pas parce que tout est différent, la texture de cheveux est différente, les mouvements sont différents, il y a des contraintes techniques et surtout, on n'a pas pris en considération le personnage qui est en dessous. Qui est en dessous. Donc l'idée, c'est de comprendre que c'est le personnage qui va définir la coiffure. C'est celui que le client souhaite incarner, ce personnage. C'est celui qui va représenter son désir émotionnel. Souvenez-vous les clients qui arrivent avec une photo d'un magazine et qui vous disent « Ah moi, voilà, c'est ça que je veux ». La tête que vous faites à ce moment-là, quand on vous dit ça, c'est ça. Là, vous vous dites quoi? Vous dites, déjà, t'as pas la même tête. Puis après la coiffure, vous voyez toutes les contraintes, donc finalement, vous passez plus de temps à lui expliquer ce que vous pouvez pas faire par rapport à la photo que ce que vous pouvez faire. Et au final, qu'est-ce qui se passe? La cliente, elle est toujours déçue, puisque il y a forcément une différence entre l'image qu'elle vous amène et la manière dont elle ressort. Et qu'est-ce que vous devez comprendre, en fait, à travers ça? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous montre une photo comme ça, c'est pas la coiffure, c'est pas un copier-coller de la coiffure que le client veut. Ce qu'il veut, c'est le personnage. C'est le personnage charismatique. Finalement, le désir émotionnel du client, c'est de représenter un peu le charisme que dégage ce personnage. Et si vous avez décodé ça, si vous avez compris ça, et vous faites une coiffure qui va véhiculer un petit peu, qui va renvoyer ce charisme, et même si la coiffure, c'est pas la même, votre client, là, il sera satisfait. Là, il va être content parce que c'est ce qu'il aura recherché à travers cette photo et la coiffure qu'il veut. Donc, découvrir les zones charismatiques du client, ça, ce sont des vraies questions. Pensez à une chose, la technique, l'artistique, l'aspect final, etc., ça représente vraiment que 10% de ce que recherche le client dans sa coiffure. Les 90% qui restent correspondent à l'adéquation entre sa coiffure et sa personnalité. Donc la question, ce n'est pas comment faire les choses, d'une manière technique, mais plutôt où les faire et pourquoi les faire. Le comment, ce serait par exemple comment je fais ma mèche, quelle technique j'utilise, comment je la coupe, quelle longueur, etc. Là, on est dans du langage technique. Or, la vraie question, ce serait, faire une mèche ou un mouvement, très bien, mais où le faire? Est-ce que je le fais à gauche? Est-ce que je le fais à droite? Est-ce que je le fais devant? Est-ce que je le fais derrière? Et pourquoi je le fais? Quel est le rapport avec ma personnalité? Qu'est-ce que ça va renvoyer en termes d'image? Vous comprenez? Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut travailler la personnalité en corrélation avec la coiffure et surtout commencer par la personnalité avant d'aller vers la coiffure. Alors qu'est-ce qu'il est important de comprendre pour décoder une coiffure et pour décoder un personnage? Là, ce que vous allez apprendre, c'est décoder n'importe quelle coiffure en moins de 10 secondes et n'importe quel type de personnage en moins de 10 secondes. 10 secondes, vous avez bien entendu. D'abord, on va s'intéresser à l'image globale de la personne. Donc vous la voyez dans sa globalité, du haut en bas. Ensuite, on va parler du filtre émotionnel. Ensuite, de la particule de force. Et en dernier, du caractère. Alors, je vais commencer par l'image globale. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'image globale d'une personne? Eh bien, l'image que la personne veut renvoyer,
imaginez, hein, si vous êtes plusieurs là à écouter la conférence ensemble, vous vous regardez les uns les autres, et est-ce que la personne qui est en face de vous renvoie une image plutôt sage ou plutôt rebelle? Alors, si vous ne voulez pas dire rebelle, vous pouvez dire moins sage, vous pouvez dire, hein, vous pouvez vous approprier les termes, mais ce qu'il faut retenir, les oppositions, c'est vraiment sage ou rebelle, d'accord? Alors imaginez, vous transposez ça en coiffure et vous dites, par exemple, demain dans votre diagnostic à votre cliente, est-ce que la coiffure que vous voulez aujourd'hui, eh ben, elle va renvoyer un esprit plutôt sage ou plutôt moins sage, pas sage ou rebelle? Sage ou rebelle? Et là, tout de suite, votre cliente, elle va savoir répondre. Elle va dire, ah bah non, moi je veux rester plutôt sage quand même, dans la globalité. Ou alors d'autres vont dire, ah bah non, moi je veux bien essayer en ce moment, je suis un petit peu dans les oppositions et tout, j'ai envie d'être un peu plus rebelle. Ok, très bien. Donc vous voyez déjà là, vous avez deux critères fondamentaux, d'accord, sur l'image globale, sage ou rebelle. Donc je lisais une question en même temps, on me demande oui, si la cliente elle sait pas, ou si elle est entre les deux, etc. Ok, donc effectivement, la cliente peut être entre les deux. On n'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre, même s'il y a toujours une dominante. Hein. Et ce que vous devez rechercher, c'est la dominante. Mais la personne, la cliente, peut être entre les deux et ne pas savoir. Donc quand la personne ne sait pas, eh ben, ça ne change rien, c'est très bien. Dans tous les cas, vous avez une discussion avec elle. Et pour la première fois, ça vous permet de comprendre que cette personne, justement, peut-être qu'elle veut fonctionner avec les deux. Elle veut avoir un côté sage, mais elle veut aussi un côté rebelle. Donc imaginez, ça peut vous donner des idées d'inspiration sur la coiffure. Vous pouvez jouer avec des asymétries. Il peut y avoir un côté de la coiffure qui va être beaucoup plus sage et un autre côté un peu plus rebelle, voire un côté un peu rasé, etc. Vous voyez? Ou court d'un côté, un peu plus court et beaucoup plus long de l'autre côté. Moi, je ne vais pas vous donner les techniques pour faire du sage ou du rebelle. Ça, c'est le job du coiffeur. Et vous saurez quoi faire, vous trouverez des idées. Mais l'idée, c'est de savoir de quoi je parle et qu'est-ce que je dois utiliser, sur quel élément je dois jouer et je peux jouer pour décoder un personnage et une coiffure. Sage ou rebelle, ce sont deux éléments fondamentaux de l'image globale. Donc quel que soit le choix de la cliente, sage, rebelle ou entre les deux, dans tous les cas, eh bien, vous avez une indication forte qui vous permet de décoder la coiffure, et donc le personnage. Maintenant, on va parler du filtre émotionnel. Qu'est-ce que c'est le filtre émotionnel? Eh bien, c'est un filtre lié à l'émotion, hein, comme le terme le dit. Eh bien, un personnage peut être soit mystérieux, c'est-à-dire ne pas décider de révéler vraiment son visage, ne pas révéler vraiment sa personnalité dès qu'on la voit au premier abord. Ou alors, elle peut être l'inverse, c'est-à-dire dévoiler, mettre la lumière sur son visage, dévoiler ses sentiments. Vous savez, il y a des personnes qui sont un petit peu plus, je vais pas dire introverties, mais réservées. Elles ne veulent pas livrer leurs sentiments au premier abord. Ça, ce sont des personnes plutôt mystérieuses. Dans la coiffure, comment ça va s'exprimer? Eh bien, par exemple, un mouvement de frange peut masquer une partie du visage, c'est-à-dire pas se révéler complètement. Et dévoiler, bah, c'est plutôt les cheveux en arrière et mettre la lumière plutôt plein pot sur le visage, on dévoile le visage. Vous allez vous rendre compte que c'est pareil avec les accessoires, hein, avec les lunettes par exemple. Il y a des lunettes qui sont très stylées, designées, et du coup qui vont attirer l'attention quand on va regarder le visage sur les lunettes en priorité. Et après, en second plan, on verra le visage. Et puis il y a des lunettes qui sont plutôt discrètes, d'accord? Et quand on va regarder le visage, on va bien voir le visage et sa forme, mais on va pas faire forcément attention aux lunettes. Le fait de mettre des lunettes stylées, c'est quelque part ne pas vouloir révéler son visage tout de suite, parce que du coup le regard des autres va être attiré sur les lunettes et non pas sur le visage. C'est le côté mystérieux. Et le côté dévoilé, c'est la lumière, d'accord? Donc on pourrait imaginer que dévoilé, c'est la beauté, hein, la mise en lumière. La personne est belle, est rayonnante. Et le mystère, c'est l'ombre. C'est jouer avec plus d'ombre sur le visage. Et souvenez-vous que l'ombre, c'est le symbole de la séduction. Donc quand on veut séduire, c'est-à-dire on ne veut pas tout révéler, on garde une partie de mystère. Et c'est en ça que c'est séducteur. Par contre, quand on dévoile son visage, on est en lumière, on est en harmonie, en beauté. Donc on a vu l'image globale, sage ou rebelle. En deux, le filtre émotionnel qui peut être mystérieux ou dévoilé. Alors imaginez, vous dites à votre client tout simplement, est-ce que dans votre coiffure, vous voulez garder un côté un petit peu mystérieux dans l'image que vous allez renvoyer, ou alors vous voulez plutôt vous dévoiler et être lumineuse dans l'image que vous renvoyez. Si pour X raisons vous êtes déconnecté à un moment donné, parce que du coup je pensais pas qu'on serait aussi nombreux pour une première, donc je ne sais pas si c'est la première fois qu'on teste cette plateforme de conférence avec autant de monde.
Donc je ne sais pas du tout si en capacité ça va aller ou pas. Bon, pour l'instant, a priori, hein, j'ai perdu personne, mais voilà, c'est juste pour vous prévenir. Dans tous les cas, vous pourrez la revisionner si jamais vous rencontrez un souci technique quelconque. Voilà. Alors, point numéro 3. Maintenant, on va parler de la particule de force. Particule de force, c'est deux choses. Soit de la rigueur, et ça c'est assimilé au côté plus masculin, soit de la douceur, et on l'associera au côté un peu plus féminin. Un personnage peut renvoyer soit de la rigueur, soit de la douceur. Un visage peut renvoyer de la rigueur ou de la douceur. D'accord ? Une coiffure peut renvoyer plus de rigueur, de masculinité, ou de douceur, de féminité. Alors imaginez, vous dites à votre client tout simplement, est-ce que dans votre coiffure aujourd'hui, dans l'image que vous allez renvoyer, d'accord, en 3, est-ce que vous voulez renvoyer une particule un petit peu masculine ou une particule un peu plus féminine? Est-ce qu'on reste 100% féminin dans la coiffure ou est-ce qu'on inclut une particule masculine et inversement? Donc la morphologie, c'est universel, ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Un homme peut avoir une composante féminine dans sa coiffure et de la douceur, comme une femme peut très bien avoir une composante, une particule masculine dans sa coiffure. Donc une femme est une femme, évidemment, mais peut avoir une articulation masculine dans sa coiffure. Imaginez un côté un peu plus court, plus rasé dans la nuque, etc. ou plus court sur le dessus. Donc, souvent le court est associé au côté plus de la rigueur et du masculin. Et le côté féminin, souvent, a un peu plus de longueur, de douceur. Je ne vous dirai pas comment le faire techniquement. Je vous laisse vraiment toute l'inspiration par rapport à ça. Alors, dernière composante, le caractère de la coiffure, ou le caractère du personnage. Un personnage peut être plutôt raffiné, donc raffiné c'est aussi sophistiqué, ou un personnage peut être plutôt sauvage, d'accord, ou plutôt naturel, côté naturel sauvage, ou plutôt raffiné sophistiqué. Ça amuse les petits dessins, je vois, je vois encore des petits smileys. Voilà, donc vous voyez, c'est quand je vous disais que c'était aussi une formation ludique, hein, les petits dessins évidemment aussi contribuent à cet aspect ludique. Alors, vous pourrez poser la question à votre cliente, est-ce que dans la finition de la coiffure, puisque c'est le point numéro 4, hein, par exemple, est-ce que vous voulez un effet plutôt raffiné, sophistiqué, ou est-ce que vous voulez qu'on travaille avec un effet plutôt sauvage et naturel? C'est une question dont les clients sauront parfaitement répondre en fonction de leurs attentes. Et qu'est-ce que vous vous rendez compte du coup, c'est que là, on a étudié donc les 4 critères, hein, et bien ça définit à la fois le personnage, et à la fois, ça va définir la coiffure. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Donc là, vous pourrez le faire en moins de 10 secondes si vous voulez. Hein. Vous allez voir une photo et tout de suite votre première impression, d'accord? Donc pensez déjà à l'image globale. Image globale. Est-ce que l'image globale renvoyée, pour vous, elle est plutôt sage ou rebelle sur cette personne? Sage ou rebelle? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Et pensez bien global, parce que le risque souvent chez les coiffeurs, ce que je rencontre, c'est que tout de suite vous allez dans le détail. Vous allez voir tout de suite là des détails techniques, vous allez voir juste un œil, vous allez voir le rouge à lèvres qui va attirer un petit peu votre regard. Mais ne rentrez pas dans le détail, là on parle de l'image globale, c'est simplement vous voyez cette photo, est-ce que ça vous renvoie pour vous une image plutôt sage ou plutôt rebelle? C'est ça que vous devez me dire. Et là la globalité c'est que l'image est quand même un peu est plutôt sage. Les vêtements peuvent vous aider, hein, parce qu'on parle d'image globale aussi, pourquoi pas. Hein. Le contraste avec les accessoires, les vêtements et tout peuvent entrer en considération, même si on parle que coiffure. C'est une harmonie globale hein, dans le conseil en image. Donc l'harmonie globale est plutôt sage dans l'image renvoyée. Ensuite, le filtre émotionnel. Est-ce que vous le voyez plutôt mystérieux ou dévoilé? Est-ce qu'il y a du mystère dans l'image renvoyée ou est-ce que c'est dévoilé? Donc là, vous voyez qu'il y a une partie de son œil qu'on ne voit pas, une partie de son visage qu'on ne voit pas. Donc tout de suite, ça veut dire qu'il y a une composante mystérieuse dans l'image renvoyée. Ensuite, la particule de force. Est-ce qu'il y a une particule masculine de rigueur dans son visage ou est-ce que c'est une particule féminine, 100% féminine ou pas? Donc là, on reste quand même sur du féminin. L'ensemble de la coiffure est féminine. Et pour finir, le caractère. Est-ce qu'il est plutôt raffiné ou sauvage? Est-ce que la coiffure est raffinée ou sauvage? Est-ce que l'impression globale qui est renvoyée est plutôt raffinée ou sauvage? Donc là, je vois les deux aussi qui s'affichent. Hein. Il y en a qui me disent bon raffiné, d'autres qui me disent un peu sauvage. Globalement, ça reste raffiné.
On le voit hein, dans l'image globale qu'elle renvoie, c'est quand même assez raffiné, mais vous le voyez sur le bas de la chevelure, ce côté boucle, etc., qui donne un petit effet sauvage. Donc cette personne, elle a joué sur les deux côtés, à la fois le côté raffiné vraiment dans la partie supérieure du visage et de la coiffure, et sur la fin de la coiffure, sur le bas, une composante quand même un petit peu sauvage. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on avait posé la question à la personne, elle nous l'aurait certainement exprimé exactement de cette façon, c'est-à-dire garder quand même en globalité le côté raffiné, mais pourquoi pas une petite touche de sauvage dans sa personnalité, et qu'on aurait pu justement mettre en avant avec cet effet naturel dans le bas de la coiffure. Alors je vous donne un autre exemple. Allez, on le fait en moins de 10 secondes, d'accord? Donc image globale, sage ou rebelle? On va dire plutôt sage quand même. Ensuite, filtre émotionnel, mystérieux ou dévoilé. Donc là, mystérieux, effectivement, une partie du visage est cachée. Particule de force, est-ce que c'est masculin ou est-ce que ça reste féminin? Féminin, exactement. Et au niveau du caractère, raffiné ou sauvage, donc là, vous me dites sauvage, c'est parfait. Sauvage. Image suivante, allez, un homme pour changer. Donc, sage ou rebelle? Là, on me dit rebelle, ok. Filtre émotionnel, plutôt mystérieux ou dévoilé? Alors plutôt dévoilé, hein, son visage est plutôt dévoilé quand même. Hein. Particule de force, rigueur ou douceur? Alors effectivement, là je vois douceur, on le voit dans le mouvement, hein, déjà le volume au-dessus dans la partie supérieure du visage, le volume du cheveu, plus des ondulations dans les lignes, c'est une particule féminine. Ce personnage renvoie une particule féminine et également donc dans la coiffure. Et ensuite le caractère, raffiné ou sauvage, le côté raffiné quand même reste dominant, on le voit aussi hein, au niveau des vêtements. Très bien. On est à moins de 10 secondes, hein, c'est parfait. Je vous mets un autre slide. Alors, sage ou rebelle? Ok, là je vois rebelle. Mystérieux ou dévoilé? Alors là, effectivement, on est un petit peu, je vois les deux, hein, je vois mystérieux, dévoilé, je vois les deux. Bon, vous me dites un petit peu des deux. Effectivement, on est dans les deux, hein, il n'y a pas de souci. Il y a le côté un peu mystérieux sur la partie supérieure, puisque le front est caché, etc. Mais il y a vraiment toute la partie du bas qui est très dégagée, qui est très dévoilée. On le voit aussi au niveau, regardez les vêtements, vous voyez, ben, d'ailleurs on ne voit pas, on voit que l'accessoire principalement. Ça veut dire quoi que cette personne, elle a dégagé aussi son corps, donc quelque part elle a envie de se dévoiler, vous voyez. Donc l'image globale dominante est plutôt dévoilée, hein, si on prend la globalité, avec une partie mystérieuse dans le haut du visage qui sert aussi à faire un contraste dans sa personnalité. Particule de force maintenant. Est-ce qu'il y a une particule masculine ou pas? Donc oui, il y a une particule masculine parce que la nuque est dégagée, le bas du visage est dégagé, il y a une absence de longueur de cheveux. Donc ça veut dire qu'il y a une particule masculine qui est recherchée dans l'image renvoyée. Également la mâchoire, bon là, alors, il se trouve que c'est sur la photo, hein, c'est sa manière de poser également, mais le fait de relever légèrement le menton amène une dimension un petit peu plus dominante, d'accord, qui est le symbole de force, donc de masculinité. Et ensuite, au niveau du caractère, plutôt raffiné ou sauvage. Donc on me dit sauvage. Bon, effectivement, ça reste plutôt sauvage en globalité sur le haut du visage. Sauvage ne veut pas dire que la coiffure n'est pas travaillée. Hein. Ça peut être un travail important, mais c'est un travail qui est destiné à donner un effet sauvage. Donc dans tous les cas, là, l'effet renvoyé paraît plutôt sauvage, un peu plus déstructuré que raffiné. Allez, un homme pour terminer. Donc, sage ou rebelle? Donc, plutôt sage, effectivement. Filtre émotionnel, mystérieux ou dévoilé? Allez, moins de 10 secondes, là, on y va. Donc, mystérieux. Particule de force, rigueur. Donc, je prends que les premières réponses, hein, parce que tout le monde n'aura pas le temps de répondre. Rigueur ou douceur? Donc, de la douceur, de la féminité. Exactement. Et le caractère raffiné ou sauvage? Plutôt raffiné. Donc là, vous avez vraiment acquis les principes fondamentaux, hein, les 4 critères fondamentaux qui permettent de décrire un personnage
et de décrire par la même occasion donc la coiffure. Alors imaginez cette personne, je lui dis, eh bien voilà, vous avez un personnage qui est plutôt sage, mystérieux, avec de la douceur et un côté raffiné. Eh bien vous voyez bien que ça décrit parfaitement cette image, ça décrit parfaitement la coiffure. Donc vous pouvez réessayer autour de vous avec n'importe quel type de personne ou de coiffure et vous verrez qu'en moins de 10 secondes vous saurez décrire parfaitement par ces critères la coiffure que vous voyez et également donc le personnage qui correspond à cette coiffure. En décrivant le personnage vous aurez la coiffure et même en décrivant la coiffure vous aurez la personnalité que la personne a voulu renvoyer dans l'image. Et c'est parfait, on vient de finir le premier chapitre, et bien on va continuer directement maintenant sur la morphologie avec le chapitre numéro 2. Alors, on va commencer par les formes du visage. Donc là, je vais vous faire gagner encore 5-6 ans de galère, je dirais, dans les formes du visage classiques. Donc, vous connaissez tous ces schémas avec ces différentes formes. Alors là, il y a 8 formes, bon, selon les méthodologies de visagisme, de psychomorpho, etc. Vous pouvez avoir 6 formes, 8, 10... Ce qu'on se rend compte sur le plan scientifique, c'est que ça n'a aucune valeur de demander à un coiffeur ou à un consultant en général de trouver, d'essayer de détecter comme ça, spontanément, la forme du visage en se basant sur ces formes géométriques de base. Pourquoi? Parce que c'est très difficile tout simplement à trouver à l'œil nu. Et après toutes les expérimentations qu'on a pu effectuer en laboratoire, à aucun moment on a eu des réponses probantes et des réponses qui pouvaient nous laisser penser qu'il était tout à fait facile de déterminer quelle était la différence entre un visage carré, hexagonal, rond, ovale, rectangulaire, pyramidal, sphérique ou tout ce que vous voulez. C'est absolument très difficile de le voir. Et même, on a fait des expérimentations où on disait à quelqu'un, vous voyez là, il a un visage carré, en fait, bon, c'est un visage rectangulaire, mais on forçait le discours en disant, ben non, vous voyez là, c'est bien carré, et les gens disaient effectivement, ah oui, oui, c'est carré, voilà. Bon, les gens voient ce qu'on leur dit de voir également, donc c'est très difficile. Et en fait, c'est parfaitement inutile puisqu'on n'en a pas besoin. Détecter que la personne a un visage carré ou rectangle, contrairement à ce qu'on pense, on n'en a absolument pas besoin, en tout cas de cette façon, pour créer par la suite une géométrie de coupe ou un conseil au niveau des vêtements, etc. On va utiliser évidemment des structures géométriques et des choses qu'on va voir sur le visage, mais on ne va pas du tout les utiliser de cette façon. Et je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut voir plutôt que des formes de visage comme ça en premier lieu. Vous pouvez tout de suite vous décomplexer, je ne vous demanderai pas d'apprendre les formes par cœur et surtout d'essayer de les voir sur un visage. On va commencer par tout ce qui va concerner la lumière, d'accord, la coloration et les mouvements. Alors d'abord, on a deux choses sur un visage pour trouver ce qu'on appelle une zone charismatique. La zone charismatique, c'est quoi? Eh bien, c'est le point le plus fort sur le visage. C'est où doit être attiré l'œil de la personne qui est en face de vous quand elle vous regarde. Il y a des différentes zones sur un visage. Et il y a une zone qui sera la zone charismatique, c'est vraiment le point le plus fort sur le visage. Donc cette zone, en fait, c'est la combinaison de deux zones, une zone horizontale et une zone verticale. La zone qui est verticale, elle peut être à gauche ou à droite, donc imaginez vous séparez le visage en deux, vous avez ce qu'on appelle l'hémiphase. Donc l'hémiphase, c'est un terme médical qui est mis pour moitié face et visage. On peut avoir une hémiphase dominante soit à gauche, soit à droite. C'est toujours l'inverse entre une photo que vous voyez et moi je vais toujours parler de gauche ou de droite réelle par rapport au visage. La première chose, c'est de détecter l'hémiphase sur un visage. Vous devez savoir quel est l'hémiphase de votre client. Est-ce que c'est le côté gauche qui est le plus ouvert ou est-ce que c'est le côté droit? Alors moi je dis plus ouvert en fonction des méthodes que vous avez pu apprendre. On peut vous dire quel est le côté rieur, triste, etc. Donc ouvert, fermé. Moi je vais dire, bon il y a tonique aussi, atonique, etc. Je vais garder le côté ouvert, d'accord? Concrètement, ça se voit sur quoi sur un visage? Eh bien, sur la surface. La surface, c'est si on devait mesurer le visage, eh bien, c'est ce qui prend en proportion le plus de place. La partie la plus ouverte en morphologie, c'est simplement la partie du visage qui a le plus de chair, le plus de matière, le plus de surface. Ça, c'est le premier point.
Oui, donc je vois qu'on me dit en fonction de l'œil, s'il est tonique ou pas, enfin plus, il y a un œil plus grand d'un côté que de l'autre. Alors, je vais pas en tenir compte en fait. Euh, Encore une fois, dans les expérimentations scientifiques qu'on a pu faire sur la morphologie, bien sûr, hein, dans certains cas, un œil plus grand d'un côté par rapport à l'autre euh, peut coller avec le côté le plus ouvert, mais c'est pas quelque chose qu'on peut vérifier à tous les coups. Il y a toujours des exceptions. Donc à partir du moment où il y a une exception, eh ben on annule tout simplement la règle parce que ça veut dire qu'elle est fausse. On va pas analyser élément par élément en fait du visage pour savoir quel est le côté plus ouvert ou pas. Ce qui nous intéresse, et ce que vous devez apprendre, hein, je sais que le plus difficile dans une formation, c'est de désapprendre pour réapprendre, mais c'est vraiment un exercice que vous devez faire en micromorphologie si vous voulez vraiment progresser. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que la partie la plus développée sur un visage, c'est son côté le plus ouvert. Pourquoi? Parce que c'est au niveau cellulaire, tout simplement. Imaginez le visage, c'est comme une antenne, elle capte des informations, vous avez besoin de percevoir des choses, des informations, et pour les percevoir, eh ben, il faut que vos cellules s'agrandissent d'un côté du visage parce que c'est l'endroit qui va être le plus réceptif. C'est là que vous allez le mieux capter. Comme vous allez mieux capter d'un côté du visage plutôt qu'un autre, hein, parce que personne n'est jamais symétrique, et quand on parle à quelqu'un ou quand on écoute quelqu'un, on oriente toujours son visage un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Hein, on ne regarde jamais quelqu'un vraiment de manière symétrique pile en face. Ce côté que vous allez orienter naturellement, eh bien, cette surface de visage sera beaucoup plus développée. Vos cellules vont s'épanouir sur ce terrain. Imaginez même un terrain dans lequel il y a une partie qui est éclairée avec le soleil et l'autre qui ne l'est pas. Ben forcément, la partie la plus éclairée, hein, on le voit aussi sur des plantes, sur tout un tas de choses dans la nature, elle va se développer plus, tout simplement. Voilà, parce que c'est un terrain qui est favorable. Donc on le voit aussi des fois sur les oreilles, au niveau des asymétries. Hein. Il y a une oreille un peu plus, qui est un peu plus ouverte. Moi par exemple chez moi c'est le côté gauche. Bon, eh bien c'est parce que aussi justement j'oriente mon visage, je capte mieux en orientant mon visage du côté gauche quand j'écoute quelqu'un ou quand je parle et je perçois des informations. Donc trois techniques pour découvrir quel est le meilleur profil. On peut dire aussi que c'est le meilleur profil. Hein. Eh bien, la mesure, évidemment, hein, donc la mesure, c'est donc là, en utilisant l'application WeFace, hein, un scan du visage, vous aurez automatiquement le résultat. Pas besoin d'essayer de le voir ou le calculer. Il vous donnera exactement quelle est la surface la plus importante sur le visage. La deuxième chose, c'est le test du téléphone. Le test du téléphone, c'est quoi? Ben, on s'est rendu compte que l'oreille la plus sensible, c'était l'oreille qu'on tendait. D'accord? Donc, quand vous répondez au téléphone, mais ça marche aussi quand vous écoutez quelqu'un, hein, vous allez forcément tendre l'oreille la plus sensible, qui entend la mieux. Parce que si vous tendez l'autre, bah, vous serez moins confortable pour analyser ce que vous entendez. Vous entendrez moins bien, donc il n'y a aucun intérêt à tendre une oreille où on entend moins bien plutôt que celle où on entend le mieux. La personne va tendre automatiquement l'oreille qui est la plus sensible au son, et ça va correspondre dans 98% des cas à la zone la plus ouverte. Là, il y a 98% des cas parce qu'il y a des cas physiologiques qui peuvent avoir une marge d'erreur. Mais cette technique, en tout cas, si vous n'avez pas moyen de faire une mesure en faisant un scan digital, vous pouvez vous baser sur votre propre observation, hein, et voir quelle oreille la personne tend. Même imaginez, vous lui demandez, mais quand vous répondez au téléphone, est-ce que vous répondez du côté gauche ou du côté droit? Personne ne vous le dira et vous pourrez vérifier si vous avez l'impression que la surface du visage effectivement est plus développée sur cette partie-là. Je vois une question qui me dit est-ce que c'est en rapport si on est gaucher ou droitier? Donc très bonne question. Ce n'est pas du tout en rapport avec le fait qu'on soit gaucher ou droitier. C'est pas parce qu'on est gaucher qu'on répond avec la main gauche et c'est pas parce qu'on est droitier qu'on répond avec la main droite. C'est vraiment lié dans toutes les expérimentations qu'on a fait à la sensibilité auditive. D'accord? Donc on a beaucoup de droitiers qui ont répondu de la main gauche et inversement. Et en 3, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le jeu de la frange. Alors c'est quoi le jeu de la frange? Eh ben c'est très simple, vous positionnez votre cliente devant le miroir, donc là c'est pratique en salon de coiffure, hein, puisqu'elle est déjà assise devant le miroir quand vous allez faire votre diagnostic. Et vous prenez sa frange devant, bon si c'est possible évidemment, hein, et vous la basculez soit à gauche, soit à droite, et vous lui montrez à chaque fois le résultat, l'image qu'elle renvoie. Je positionne ma frange à gauche, voilà l'image que vous renvoyez, est-ce que vous aimez ou pas? Vous changez de mouvement, vous le mettez à droite et vous regardez avec votre cliente, est-ce que vous aimez ou pas? Quelle est l'image que vous renvoyez? Et là tout de suite votre cliente elle vous dira bah oui là j'aime ce côté ou là non j'aime pas du tout.
Et ça vous permet de travailler avec le côté qui sera le plus ouvert chez elle. Alors on peut travailler avec des oppositions, hein. C'est pas parce qu'on a par exemple le côté gauche qui est par exemple son côté ouvert qu'il faut toujours ouvrir à gauche. Ça c'est la référence. Donc si vous savez que le côté gauche c'est son côté ouvert, ce sera sa référence, ce qu'on va appeler sa référence. Mais vous pouvez très bien décider de faire l'inverse, de dire tiens je sais que ma référence est là, mais je vais faire l'inverse, je vais mettre mon mouvement de frange, je vais ouvrir à droite plutôt, donc fermer la gauche. Très bien, vous avez tout à fait le droit. À aucun moment, le fait de connaître les références vous oblige à respecter toutes les références. Vous pouvez jouer avec ce qu'on appelle les oppositions. Mais la différence, c'est quoi? C'est que vous savez, à ce moment-là, si vous jouez avec une opposition, que vous faites le contraire. Donc vous êtes capable d'expliquer à votre client, votre référence, c'est par exemple la gauche, c'est votre meilleur profil, votre côté ouvert, mais en ce moment, je vois que vous n'êtes pas trop dans votre assiette et tout, vous ne voulez pas trop vous mettre en lumière, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire l'inverse. Je vais donc ombrer volontairement le côté gauche, ce qui va amener un petit peu une forme de protection. Vous voyez, dans l'image que vous allez renvoyer, vous allez protéger cette antenne, ce côté ouvert réceptif qui est chez vous. Et du coup, là, vous arrivez à expliquer à votre client pourquoi vous faites les choses, et pourquoi même vous pouvez faire l'inverse, et ce que ça va lui apporter. Et vous voyez, ça fait toute la différence. Vous comprenez? Un client vous en voudra toujours de ne pas lui avoir expliqué pourquoi vous faites les choses. Même si c'est bien ou même si artistiquement vous avez l'impression que ça lui correspond. Parce que si vous n'avez pas pris en compte sa personnalité et sa psychologie, le fait par exemple d'ouvrir le meilleur profil alors que là son état en ce moment il n'était pas au top de sa forme, je dirais, eh bien c'est une erreur du coup. Donc votre rôle en tant que consultant, en tant que conseiller, eh bien c'est de dire à votre cliente voilà pourquoi je fais les choses et voilà pourquoi on peut travailler avec l'opposition. Donc là, vous avez compris, c'est une notion très importante dans la morphologie, c'est cette notion d'hémiphase, de meilleur profil. Vous avez compris comment le trouver, en observant, éventuellement en le mesurant, avec la tablette, hein, ou éventuellement en jouant avec les franges. Et quand vous avez fait ça, vous avez découvert le meilleur profil, vous êtes capable d'expliquer à votre cliente pourquoi vous allez ouvrir sur le meilleur profil pour le mettre plus en lumière, ou pourquoi vous allez plutôt ombrer le meilleur profil pour le mettre plutôt en protection. Ensuite, donc ça c'était le côté vertical, hein, la zone verticale. Maintenant on va voir la zone horizontale, ce qu'on appelle un interpréteur. Un interpréteur, c'est vraiment lié à la cognition, c'est-à-dire à votre façon d'interpréter les choses. C'est un style cognitif. Vous avez certainement entendu parler qu'une personne peut très bien être visuelle, auditif ou tactile, ou des fois on dit kinesthésique. Bon, visuel, auditif, tactile. Ça c'est lié à un style cognitif, c'est-à-dire à une façon dont vous allez apprendre, par exemple, ou même interpréter une situation. Ça n'a rien à voir avec la mémoire. Hein. Alors les scientifiques, il y a des avancées récentes, on dit que finalement c'est faux le fait qu'on dise qu'on ait une mémoire visuelle, auditive ou tactile, etc. La mémoire n'est pas visuelle en tant que telle, ou auditive en tant que telle, ou tactile en tant que telle. Par contre, au niveau de l'apprentissage, ou au niveau de la perception et l'interprétation des informations, là par contre on a bien une interprétation plutôt visuelle, auditive ou tactile. Pour faire clair, c'est quoi? C'est un visuel, c'est quelqu'un qui va travailler beaucoup avec l'imagination, l'observation, la pensée. Et il a besoin de voir les choses ou de les imaginer pour mieux les comprendre. Un auditif, c'est quelqu'un qui va travailler avec le son. Mais l'audition, c'est quoi? Le son, c'est quoi? C'est une vibration aussi. Donc l'auditif va travailler aussi avec le son, la vibration. Et la vibration, c'est l'émotion. Quand on dit je vibre, c'est le côté émotionnel. C'est pour ça que l'audition, c'est l'émotion. On peut être soit visuel, soit auditif ou émotif, hein, on pourrait dire les deux termes, et soit tactile. Tactile, c'est quoi? Eh bien, c'est le côté très pragmatique, très terre-à-terre. C'est aussi le besoin de toucher, d'essayer. C'est donc l'expérience. Je résume. Un interpréteur, c'est quoi? C'est votre façon d'interpréter quelque chose. Par exemple, si je dis à quelqu'un, tiens, ton t-shirt, il est super joli. Si c'est une visuelle, elle va dire, tiens, il aime les motifs, il aime le style, le design, voilà. Si par contre, cette personne, c'est une auditive, elle va pas dire, tiens, il aime les motifs et tout. Elle va l'interpréter comment? Elle va l'interpréter de manière émotionnelle. Donc elle va penser, par exemple, elle va se dire, tiens, il m'aime bien, à ramener ça sur le plan affectif. Et si c'est un tactile, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ah bah tu vois, la qualité,
le prix, tu vois, la matière, ce côté très pratique qui est lié à l'objet, qui est lié au t-shirt. Des choses beaucoup plus concrètes. Donc, en fonction du personnage qu'on a en face de nous, en fonction du client, on peut avoir 3 modes d'interprétation différentes pour une même question. Quand vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'est un interpréteur. Toujours 3 techniques pour le trouver. C'est la surface la plus développée sur le visage, de manière horizontale. Donc là, au lieu de couper le visage en 2, c'est comme si on le coupait en 3. Il y a une partie haute qui inclut les yeux, c'est l'aspect visuel. Il y a une partie médiane, donc au milieu, qui va inclure les pommettes et les oreilles. Et il y a une partie basse, la partie tactile, qui va inclure le nez et la bouche. Donc là, pour ceux qui ont déjà fait de la psycho, morphologie, du visagisme ou autre, vous avez certainement appris que le nez, par exemple, faisait partie de la zone du milieu auditive. Et les avancées scientifiques aujourd'hui et les découvertes qu'on a fait chez WeFace nous permettent d'affirmer que c'est totalement faux aujourd'hui. Le nez est un capteur, est une composante qui fait partie intégrante du bas du visage, de la bouche, et qui est totalement liée à l'instinct, au côté tactile. Souvenez-vous d'ailleurs, les animaux qui ont du flair ou qui reniflent, ils reniflent où? Ils reniflent pas dans l'air, ils reniflent le sol. Le nez est toujours assimilé à une action qui est tout à fait terrienne. C'est aussi le symbole de la communication, mais comme le langage, c'est quelque chose de pragmatique, de terrien. Donc notez bien ces petites nuances par rapport à la morphologie classique que vous auriez pu apprendre. La zone visuelle inclut les yeux, la zone auditive inclut les oreilles et les pommettes, et la zone tactile inclut le nez et la bouche. Donc si vous faites un scan du visage avec la tablette, avec l'application WeFace, vous avez le résultat tout de suite, il vous dira si la personne est visuelle, auditive ou tactile. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'observer en regardant tout simplement la personne. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une surface vraiment qui est plus développée au niveau du haut du visage, du milieu ou du bas? Ou alors, vous pouvez poser tout simplement une question. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de visuel? Vous avez besoin de voir les choses pour mieux les comprendre? Est-ce que vous avez plutôt besoin de ressentir si vous aimez pas, par exemple, les choses par l'émotionnel? Ou est-ce que vous avez tout de suite besoin de toucher ou d'essayer par vous-même? Ça peut vous servir à énormément de niveaux, cette notion de visuel, auditif ou tactile. Parce que quand vous adressez à une cliente, même au niveau de la vente, à tous les niveaux, vous lui parlez de sa coiffure, par exemple. Eh bien, si c'est une visuelle, vous devez parler de sa coiffure en termes de design, en termes artistiques, en termes de... Il faut que votre cliente puisse se représenter dans sa tête ce que ça va faire, l'image qu'elle va renvoyer. Mais si cette personne, elle est auditive, eh bien, vous allez plutôt lui parler en termes émotionnels. Vous allez lui dire, votre coiffure, avec cette coiffure, vous allez être beau, vous allez être belle, ou on va vous aimer. Vous voyez, c'est pas du tout le même langage. Et si elle est tactile, il faudra plutôt lui parler en termes concrets. Lui dire par exemple, tiens, vous pourrez facilement le refaire chez vous, ou je vais utiliser tel produit, est-ce que vous voulez toucher le produit? Vous savez, c'est les personnes qui aiment toucher aussi les nuanciers, sentir vraiment la matière entre leurs mains. Ça, ce sont les tactiles. Alors que les visuels auront besoin de voir. Donc là, c'est pareil, vous pouvez aller chercher un produit, plutôt que lui en parler, vous allez le chercher, vous lui montrez. Et elle le verra visuellement, et ce sera beaucoup plus percutant que si vous lui en parlez simplement. Un auditif, c'est émotionnel. Il faut que le produit, il l'aime, il le ressente bien au fond de lui. Donc maintenant, vous avez appris le premier filtre qui était l'hémiface, le côté gauche ou droit, et le deuxième filtre qui était l'interpréteur, donc visuel, auditif, émotionnel ou tactile. Donc vous combinez les deux que vous avez trouvés, et vous avez la zone charismatique, c'est-à-dire le point le plus fort sur le visage. Ça veut dire quoi le point le plus fort sur le visage? Eh bien, ça veut dire que vous devez attirer le regard des gens, vous devez vous débrouiller en construisant votre coiffure pour que quand on regarde cette personne de l'extérieur, on soit attiré par cette zone charismatique sur son visage. Vous devez disposer, jouer avec les volumes, les ombres et les lumières pour que quand je regarde un visage, je sois attiré plutôt par cette zone en particulier, cette zone charismatique, car c'est le point le plus fort sur le visage qu'il faut mettre en avant. C'est la zone qui va révéler le mieux possible la personnalité, donc c'est le point charismatique le plus fort. Je vais vous donner un exemple. Prenons une photo. Quel est le filtre émotionnel que vous voyez? Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, le filtre émotionnel, d'après vous. Il est mystérieux ou dévoilé? Tout à fait, donc là je vois mystérieux, effectivement une partie de son visage est vraiment masquée, donc il n'y a aucune ambiguïté, le filtre émotionnel est mystérieux. Maintenant son hémiface,
vous la voyez plutôt à gauche ou à droite? La lumière, en tout cas, accroche où? Votre regard accroche où? Sur la partie gauche ou droite? Donc droite sur la photo, hein, c'est sa gauche réelle, ok? Mais droite sur la photo. Notre œil est plutôt attiré sur la partie droite de la photo. Et son interpréteur, vous diriez qu'il est quoi à ce moment-là? Visuel, auditif ou tactile? Donc visuel, du coup, on ne le voit pas beaucoup, puisqu'il est un peu masqué par la coiffure, on ne voit pas vraiment la surface. Auditive, on voit entre la bouche, d'accord, et les yeux, toute cette partie, elle est développée quand même, hein, elle est assez développée. Et puis la bouche, sur lequel on est beaucoup attiré aussi avec le rouge à lèvres, hein, le rouge intense du rouge à lèvres attire le regard sur la partie basse de son visage, en fait. Donc là, si on devait regarder en première intuition par quoi on est attiré, en tout cas ce qu'elle nous a montré, hein, ce que la cliente nous montre, on est attiré plutôt vers la droite de l'image, donc sa gauche réelle, et plutôt vers la partie basse, donc en bas à droite. Donc si on devait définir sa zone charismatique, en tout cas dans ce que elle a voulu nous montrer ou nous renvoyer, c'est en bas et à droite. Maintenant, je vais vous montrer la même personne avec une autre coiffure. Waouh, ça change, hein? Donc vous voyez, c'est pas du tout, l'image renvoyée n'est pas du tout la même, et pourtant c'est la même personne, donc qu'est-ce qui se passe? Là, le filtre émotionnel, il est où? Mystérieux ou dévoilé? Donc là, vous voyez, il est beaucoup moins mystérieux, elle est dégagée tout le haut de son visage. Ensuite, l'hémiface, gauche ou droite? Donc là, on reste sur la droite de la photo, donc sa gauche réelle. Donc sa gauche réelle est le côté le plus ouvert, hein, donc la droite sur la photo. Et maintenant, son interpréteur, d'après vous, et là, vous voyez que ça change beaucoup, est-ce qu'il est visuel, auditif ou tactile? Là, en fait, elle a effacé justement son rouge à lèvres, elle l'a atténué, donc on est beaucoup moins attiré vers la bouche, en fait, vers le bas. Et vous voyez que la lumière, du coup, elle a remonté naturellement vers le milieu du visage. Le fait de déplacer, de changer les couleurs, de changer le volume, a remonté la lumière sur le visage et on a attiré du coup le regard des gens vers la partie plutôt du milieu, voire à la limite de l'œil. Donc du coup là son interpréteur se situerait entre auditif et visuel et auditif, d'accord, mais on n'est plus dans le tactile. Et si vous regardez bien hein, la ligne de son visage, elle est beaucoup plus fine en bas, il y a beaucoup moins de surface et de matière en bas au niveau du nez et de la bouche que sur le milieu du visage, voire sur le haut du visage. D'accord? Vous voyez donc comment on peut déplacer la lumière et changer tout de suite la puissance charismatique de l'image renvoyée, simplement en faisant attention à ces critères dont on vient de voir à quoi ils servaient. Ça va tout le monde? Donc vous me suivez toujours? Alors maintenant on va parler hauteur de ton. Alors la hauteur de ton, ça reste aussi une grande question, hein, la cliente qui rentre dans le salon et qui dit qu'est-ce que je peux faire comme couleur? Alors là, bien sûr, hein, c'est la hantise aussi des coiffeurs, c'est de se dire est-ce que je prends un risque ou pas, sur quoi je me base, qu'est-ce que je réponds. Donc imaginez en plus la personne elle est brune, elle arrive et elle dit je voudrais être blonde, est-ce que ça peut m'aller ou pas? Waouh. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est très simple. On va utiliser la morphologie pour répondre à cette question de manière précise et pertinente. La première chose, c'est que pour répondre à la question sur la hauteur de ton, alors quand je dis hauteur de ton, c'est global, mais ça peut être aussi des mèches. Hein. Vous pouvez aussi, on peut en parler en termes de coloration de mèches. Hein. C'est important de le préciser. On va se baser sur l'iris pour avoir la réponse et sur ce qu'on appelle la conformation. Alors l'iris, bon, vous savez ce que c'est, d'accord? La coloration, les pigments de l'iris. Quand une personne a des iris foncés, eh bien, la hauteur de ton qu'on va lui conseiller va plutôt être dirigée entre les 1 ton, 2, 3, 4, 5, etc. D'accord? Entre 1 et 5. Plus l'iris est clair, donc par exemple on a les yeux bleus ou gris, plus la hauteur de ton conseillée pour la coloration sera grande, donc par exemple 10 tons. Ça, c'est le référentiel. C'est comme ça, c'est lié à la morphologie parce que l'iris est pigmenté par la mélanine, vous le savez, hein, la quantité de mélanine détermine aussi naturellement la coloration. Plus il y a de mélanine, plus il y a de soleil, plus les yeux sont foncés. Plus les yeux sont clairs, moins il y a de pigments de mélanine. Plus les cheveux, en référence, je précise toujours en référence, devraient être plus clairs, plus lumineux. Je vois déjà une question, on me dit... D'accord, donc on me dit, oui, moi je connais une personne, naturellement, elle a les yeux foncés et elle est blonde. Bon, bien sûr,
ça peut arriver, hein, voilà, hein, la génétique laisse aussi une certaine variété de choix, mais l'universalité fait que moins il y a de pigments en général, d'accord, dans l'iris, et plus normalement la coloration est claire. Après, il y a des exceptions, et c'est pas grave, ça fonctionne aussi tout à fait à la personne de savoir si elle l'assume bien ou pas, et si ça correspond à sa personnalité ou pas. Vous pouvez travailler avec des oppositions. Et c'est d'ailleurs bien, parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire tout style de coloration sur quasiment tout style de cheveux. N'empêche que, en référence, vous aurez beaucoup plus de chances de satisfaire votre cliente et d'amener une réponse pertinente si vous approchez votre hauteur de ton des pigments foncés, donc sur un 1, 2, 3 par exemple, que si vous l'amenez sur un 10. Et ça s'est vérifié à de nombreuses reprises, et inversement. Ensuite, vous avez la conformation. C'est quoi la conformation? Est-ce que le visage est plutôt allongé dans sa forme, ou est-ce qu'il est plutôt large ou plutôt horizontal? Donc allongé, c'est plutôt vertical, donc on appelle ça longiligne, hein, on appelle ça aussi au niveau cellulaire longiligne. Ou alors le contraire de longiligne, c'est bréviligne. Bréviligne, c'est plutôt large, donc ça s'étire dans l'autre sens, à l'horizontale. Et on a bien sûr aussi des visages entre les deux qui sont mixtes ou homogènes. Et à ce moment-là, c'est pas grave, vous choisissez une valeur intermédiaire. Quelqu'un de longiligne, on va avoir tendance du coup à foncer la hauteur de ton. Et quelqu'un de bréviligne, on va avoir, donc plutôt large, on va plutôt avoir tendance à éclaircir la coloration. Donc faisons un exemple, imaginez la personne, elle arrive au salon, elle a les yeux verts. Donc vert, vous voyez, si je me base sur l'iris, je serai entre un 6 et un 7. Maintenant, je vais regarder la conformation de son visage. Est-ce que son visage est plutôt allongé, donc longiligne, ou bréviligne, large? Admettons, son visage est allongé. Et bien du coup, je vais foncer. Donc, si je devais choisir entre 6 et 7, je vais plutôt aller vers un 6, voire vers un 5. Et ça va être ma proposition de coloration. Là, vous avez acquis la réponse à la question quelle coloration, quelle hauteur de ton ou quelle couleur de mèche je peux faire. Vous savez exactement sur quoi vous devez vous baser et vous pouvez apporter la réponse en quelques secondes d'une manière très précise. Ça reste toujours une discussion avec la cliente, que vous pouvez très bien fonctionner avec des oppositions si vous le souhaitez, mais encore une fois, le plus important c'est d'expliquer à votre cliente quelle est sa référence. Une fois qu'on a la référence, on choisit la direction où on veut aller. Vous savez, la référence, c'est comme le nord sur une boussole. Si on n'a pas le nord, on ne sait pas où se diriger. Hein. Vous faites un pas en avant, vous ne savez pas si vous allez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, si vous n'avez pas de boussole. Si vous avez le nord, eh bien, quand vous faites un pas en avant, vous savez que vous allez vers le nord, par exemple. Bon. Mais si vous faites un pas en arrière, du coup, vous savez que vous allez vers le sud. La référence, ça fonctionne pareil. Vous avez une référence, c'est par exemple 6 en hauteur de ton. Très bien. Eh bien, si vous avez envie de faire l'inverse, eh bien, vous faites l'inverse. Vous pouvez aller vers du 1, du 2, etc. Ensuite, vous allez dans les directions que vous voulez. Le foncé, en général, est plutôt synonyme de protection et le clair d'affirmation. On peut l'exprimer aussi en termes de chaud ou de froid, mais ça, on le verra plutôt pour les reflets. Maintenant, je vais aborder les reflets et les nuances. Sur quoi on va se baser pour apporter une réponse sur les reflets et les nuances? Eh bien, tout simplement, sur ce qu'on appelle la somme des températures psychologiques. Souvenez-vous des critères de personnalité. L'image globale, le filtre émotionnel, etc. Sage, rebelle, mystérieux, dévoilé, puisque c'est aussi l'esprit de sa coiffure. Et bien maintenant, on va associer tout simplement une température, c'est-à-dire, pour faire très simple, chaud ou froid, à ces critères de personnalité. Le sage, par exemple, c'est le côté très posé, réfléchi, introverti, c'est du froid. Sage, c'est froid. Alors que le côté un peu plus extraverti, rebelle et tout, c'est du chaud, dans le tempérament, dans le caractère. Eh bien, on peut faire pareil avec le reste. Mystérieux pour vous, c'est chaud ou froid? Le mystère, c'est quand même l'ombre, etc. C'est froid. Dévoilé, ça va être chaud. Le masculin, c'est du froid. Particules masculines, des lignes droites, des choses très structurées, c'est du froid, la force. Et la particule féminine, la douceur, la rondeur, c'est du chaud. Et pour finir, le caractère. Raffiné, c'est plus sophistiqué, c'est plus maîtrisé, travaillé, ça va être froid, structuré. Et le côté sauvage, plus naturel, va être plutôt chaud. Donc ça, vous le détectez chez votre cliente. Alors, on va reprendre dès le début. Admettons ma cliente, elle est sage. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais additionner tout simplement la somme des températures.
Alors, sauf que l'image globale, hein, comme c'est une image qui est vraiment complète, c'est la priorité, ça va compter pour 2. Donc, vous mettez plus 2 par rapport à l'image globale. Alors, si elle est sage, par exemple, vous mettez plus 2 froid. Et puis, si elle était rebelle, vous mettez plus 2 chaud. Bon, là, on va dire qu'elle est sage. Donc, par exemple, plus 2 froid. Ensuite, son filtre émotionnel dans ma cliente, elle est mystérieuse ou dévoilée. Admettons, elle est mystérieuse. Ça fait encore plus 1 froid. Donc là, déjà, on est à 3 froids. Après, particule de force, elle est féminine ou masculine? Alors, elle a une particule plutôt féminine. Alors là, ça fera plus 1 chaud. Donc là, on est à 3 froids, 1 chaud. Et après, le caractère de ma cliente. Est-ce qu'il est plutôt raffiné ou sauvage? Admettons, il est raffiné. Ah bah là, je suis à 4 froids, du coup, et 1 chaud. Là, mes températures, j'ai 4 froids et 1 chaud. Je me reporte au résultat, en bas de l'écran, à gauche ou à droite. Donc là, j'ai une dominante froide. Donc là, du coup, ça se trouve à gauche. 5F, c'est 5 froids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je fasse 5 froids, c'est du froid-froid en fait. Donc je fais un reflet froid, une nuance froide. 4F, donc là c'est mon cas en l'occurrence. Donc c'est quoi? 4 froids pour un chaud. Hein. Donc du coup là c'est que du froid. Vous voyez, hein, vous pouvez avoir froid-froid, froid ou froid-chaud. Bon, alors froid-froid c'est 5F, 4F c'est froid. Donc là du coup je fais un reflet froid et nuance du coup j'ai rien, j'ai pas besoin de faire de nuance. Elle reste neutre. Et 3F, c'est si j'avais 3 froids par exemple et 2 chauds, hein, donc c'est toujours le froid qui domine, donc je fais un froid chaud, donc reflet froid, nuance chaude. C'est compris pour ça? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'on s'est rendu compte que les reflets étaient en parfaite corrélation avec le tempérament d'une personne, son caractère, son tempérament. Est-ce qu'il a un tempérament plutôt chaud, plutôt froid dans sa personnalité? Et pour être précis, donc on analyse les composantes de sa personnalité, l'image globale, le filtre émotionnel, la particule de force, le caractère. On fait la somme des températures chaud ou froid de chaque composante de sa personnalité et on obtient immédiatement le résultat qu'on peut traduire en termes de reflets et de nuances. C'est aussi simple que ça, mais c'est extrêmement pertinent. Vous verrez que grâce à ça, vous pourrez adapter vos reflets et vos nuances directement en corrélation, en rapport avec la personnalité, ce qui est beaucoup plus pertinent que de l'adapter par exemple par rapport à la couleur de peau ou des choses comme ça. Sinon, imaginez, vous serez hyper limité, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, toutes les personnes, je sais pas, qui sont métissées, auront toujours le même reflet ou toujours des reflets chauds. Non, ça fonctionne pas comme ça, il y a beaucoup plus de nuances et ça c'est vraiment lié à la personnalité aujourd'hui. Alors maintenant, on va parler largeur de mèche. Est-ce que je dois faire des mèches plutôt larges ou plutôt des mèches fines? D'accord? De la finesse ou de la largeur? La réponse se trouve dans l'ouverture des yeux. Vous observez la morphologie du visage, vous observez l'œil. Est-ce que l'œil est grand ou est-ce que l'œil est fin? Plus l'œil est grand, plus l'œil est ouvert, plus vous pourrez faire des mèches larges. Plus l'œil est fin, plus il faudra faire des mèches fines. Comment ça marche? L'œil, c'est un filtre. C'est un filtre qui va analyser soit la globalité de quelque chose, soit le détail de quelque chose. Plus l'œil est grand, plus l'œil va analyser la globalité de quelque chose. Les personnes qui ont les yeux plutôt ouverts, en général, observent la globalité des choses avant de voir le détail. Elles vont voir l'ensemble avant de voir le détail. Alors que les personnes qui ont des yeux fins, vous savez, les yeux très fins, là, c'est minutieux. Ces personnes qui sont pointilleuses, qui vont analyser tous les détails. Donc ça c'est les mèches fines qui vont être beaucoup plus pertinentes pour des personnes comme ça, parce que c'est des mèches détaillées, c'est de la finesse. Donc si on fait le rapport avec les mèches, les mèches larges pour les yeux grands, les mèches fines pour les yeux fins. Brillance des cheveux. Est-ce que je dois faire du brillant ou est-ce que je dois faire du mat? Est-ce que je peux lui conseiller un produit de brillance, un gloss, quelque chose comme ça sur ses cheveux? Ou est-ce que je dois conseiller plutôt un produit mat? La réponse se trouve dans le caractère du personnage. Vous vous souvenez dans les composantes de la personnalité, le caractère qui pouvait être raffiné ou sauvage? Si la personne a un caractère plutôt raffiné ou veut un esprit de coiffure plutôt raffiné, la logique veut que vous pouvez apporter de la brillance. C'est ça le côté raffiné. Et si la personne voulait un effet plutôt sauvage, ou dans sa personnalité a une composante plutôt sauvage, le mat lui conviendra beaucoup mieux. Vous voyez, mais là vous n'avez pas une réponse par rapport au feeling, par rapport à quelque chose d'esthétique que vous voyez ou pas. Vous avez une réponse par rapport à son personnage, à son caractère. Et c'est pour ça que vous serez toujours plus pertinent quand vous vous basez sur le caractère.
Autre question, la longueur des cheveux. Alors ça, c'est très très grande question. Il y a eu énormément de recherches scientifiques, pas seulement par WeFace, mais par plein d'autres organismes sur des statistiques en fait sur la longueur des cheveux. Alors toute ethnie confondue, toute moyenne d'âge confondue, etc., toute génération et profil social. Ce qui en est ressorti, c'est quoi? C'est que concernant la longueur des cheveux, était lié à l'âge. Et l'âge, pas au sens vraiment premier de l'âge, mais surtout au sens de la maturité. Pour répondre à la question sur quelle longueur de cheveux je peux avoir, on va utiliser deux choses, la maturité et le filtre émotionnel, le filtre émotionnel mystérieux ou dévoilé. Donc d'abord, la maturité, c'est ce qui va primer. On s'est rendu compte que moins on est mature, plus on peut avoir les cheveux longs. Et en général, les personnes qui ont beaucoup plus de maturité dans la personnalité préféreront avoir les cheveux plus courts. Dans le sens qu'une femme qui est beaucoup plus mature, ou par exemple qui vient d'avoir des enfants depuis 1 ou 2 ans, elle va avoir tendance à vouloir se couper les cheveux, en tout cas se les raccourcir. C'est un constat statistique qui a été fait et qui a été évalué de manière scientifique. L'élément de réponse que vous pouvez apporter à une personne qui veut savoir si elle peut avoir les cheveux courts ou pas, déjà, vous pouvez vous baser sur son âge, sur sa tranche d'âge. Et lui conseiller déjà une longueur par rapport à sa tranche d'âge, en estimant évidemment sa maturité, parce que si vous ne la connaissez pas vraiment, c'est pas évident. Mais dans votre première intuition, toujours, dans l'image qu'elle renvoie, est-ce que vous sentez que cette personne est mature ou pas, dans son état d'esprit? Si vous sentez de la maturité, vous pouvez raccourcir. Si vous sentez qu'il n'y a absolument pas de maturité dans sa personnalité, n'hésitez pas à, justement, à ce moment-là, lui conseiller de la longueur, même des extensions. Ensuite, vous avez le filtre mystérieux ou dévoilé. Alors, plus la personne est mystérieuse dans sa personnalité, plus vous pouvez jouer sur de la longueur. Et plus la personne, elle est dévoilée dans sa personnalité, plus vous pouvez jouer avec du court. Évidemment, plus les cheveux sont courts, plus vous dévoilez le visage. Et plus ils sont longs, eh bien, plus vous pouvez jouer avec de l'ombre et du mystère sur le visage. D'accord? Ça reste logique. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser dans un second temps. Donc si la personne, par exemple, elle a entre 35 et 55 ans, au niveau de sa maturité, vous allez partir sur un mi-long. Mais que vous pouvez allonger un tout petit peu plus ou pas si elle est mystérieuse, si elle veut mettre en avant une composante mystérieuse dans sa personnalité, ou que vous pouvez raccourcir un petit peu plus, aller du mi-long vers le court, si la personne veut se dévoiler un peu plus dans sa personnalité, tout simplement. Parlons maintenant de la texture des cheveux. Alors la texture, c'est quoi? C'est la matière, d'accord, qu'on va apporter. C'est le travail de la matière du cheveu. C'est l'intérieur de la coiffure. On va se baser sur le nez et sur les lèvres. Et là, on a 4 types de textures, de matière pour travailler le cheveu. Soit on a une matière plutôt tendue, donc c'est le côté un peu lissé, d'accord, les cheveux tendus, lisses. Soit on ondule le cheveu, matière ondulée. Soit on densifie le cheveu, donc ça c'est on apporte de la matière, même des produits un peu plus texturisants, on apporte de la densité dans le cheveu. Soit on va jouer avec une matière segmentée, donc segmentée c'est quoi? C'est du contraste, par exemple des courts, des longs, on va jouer avec le côté alternatif, du contraste. Ça c'est le segment. D'abord on va se baser sur le nez. Est-ce que le nez de mon client ou ma cliente est plutôt tonique, donc un petit peu relevé vers le haut, ou est-ce qu'il est atone, c'est-à-dire plutôt descendant ou droit? Si on a un nez tonique, on peut jouer avec une matière plutôt tendue. Donc on va lisser le cheveu. Ça va être le conseil. Parce que le nez tonique est toujours en rapport avec la communication. Et on s'est rendu compte que dans les analyses qui ont été faites par rapport aux clients, aux personnalités, aux professions, à la corrélation entre la coiffure et la personnalité, que les personnes ayant un nez tonique étaient beaucoup plus sensibles et beaucoup plus à l'aise, se sentaient beaucoup mieux dans leur personnalité avec une texture de cheveux plutôt tendue. Un nez atone va privilégier une matière plutôt ondulée. Ensuite, on va se baser sur les lèvres. Est-ce que les lèvres de ma cliente, par exemple, sont pulpeuses? Et à ce moment-là, je vais apporter plutôt de la densité dans ma texture de cheveux, plus de matière. Ou est-ce que les lèvres de ma cliente sont plutôt fines? Et à ce moment-là, je vais pouvoir travailler avec du contraste ma matière. Alors vous voyez comme c'est des composants différents, le nez et la bouche, vous pouvez combiner les deux. Imaginez ma cliente, elle a un nez tonique et des lèvres fines, et bien je peux travailler sur du côté lisse, d'accord, le côté tendu, mais en segmentant, c'est-à-dire avec des longs et des courts, mais toujours tendus. Vous voyez, vous pouvez combiner comme ça
les différentes matières et vous pouvez avoir du coup un travail de la matière beaucoup plus précis et en rapport direct, encore une fois, avec la morphologie et la personnalité. Maintenant, on va parler de géométrie de coupe et de volume, d'amplitude du volume. Je vous ai dit au tout début qu'on a commencé ce chapitre sur la morphologie, qu'on n'avait absolument pas besoin des formes du visage, et je vous ai libéré d'un poids énorme dans l'analyse des formes du visage. Donc on va le traduire ici précisément dans la géométrie de coupe, puisque souvent dans le visagisme ou d'autres méthodologies, les formes de visage servaient principalement à étudier la géométrie de coupe, à connaître la géométrie de coupe. La réponse, qui va remplacer absolument les formes du visage, va se trouver dans les particules masculines ou féminines du visage. Ça, sur le plan morphologique, vous allez voir, ça fait une très grosse différence. Alors, on peut quand même couper le visage en deux, et prendre la partie supérieure et la partie inférieure du visage. Donc, parlons de la partie supérieure du visage, et vous essayez de voir si pour vous, il y a de la rigueur dans cette partie supérieure. Est-ce qu'il y a de la masculinité? Est-ce que c'est masculin? Et vous allez le voir du coup avec des lignes droites et en général un volume aussi plus faible. D'accord? Ça c'est plus la conclusion que vous allez faire. Mais déjà, est-ce que le visage dans la partie supérieure est masculin ou féminin? Si le visage est masculin, c'est que vous allez travailler avec des lignes droites, une géométrie de coupe droite dans la partie supérieure de la coiffure. Et à ce moment-là, vous allez travailler également avec un volume plutôt faible. Ça, c'est ce qui va permettre, les lignes droites et le volume faible, de masculiniser vraiment une zone et d'être en accord avec ça. Et c'est pareil dans la partie du bas du visage. Ensuite, vous observez la partie du bas. Est-ce que, pour vous, la partie basse renvoie à une particule féminine ou masculine? Là, vous venez de prendre conscience aussi qu'il y a une double géométrie dans un visage. On peut très bien avoir une géométrie droite dans la partie supérieure et une géométrie courbe, par exemple, dans la partie inférieure du visage. Donc jouer avec une double géométrie. Si on remettait ça au niveau des formes du visage, on ne serait plus par exemple que sur des formes simples comme rond, ovale, carré, etc. Mais on pourrait avoir des formes combinées comme sphérocubique, pyramidosphérique, etc. Sphéro-hexagonal avec des mélanges sphériques, hexagones, sphériques et cubes, donc sphérocubique, etc. La géométrie va se voir par rapport à la masculinité ou la féminité du visage. Plus un visage est masculin, plus il aura des lignes droites et des volumes faibles. Plus un visage est féminin, plus il aura un volume ample et des géométries courbes. Donc je vous montre la particule féminine, donc c'est le même principe mais inversé. Donc la douceur du visage va se voir sur le côté arrondi, donc sur le côté féminin. Est-ce que mon visage est plutôt féminin ou masculin? Quand vous avez détecté ça, masculin ou féminin sur la partie supérieure, masculin ou féminin sur la partie inférieure, vous avez donc immédiatement la géométrie de coupe et l'amplitude du volume. Il suffit d'accompagner le visage avec la géométrie qui correspond à la féminité ou la masculinité. Maintenant, je vais vous parler du mouvement latéral des cheveux. La personne est de profil, est-ce que j'envoie les cheveux vers l'avant ou vers l'arrière? Ça, c'est le mouvement latéral. Là, on va regarder le profil. Je vous disais, à partir d'un scan digital, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire la photo du profil parce que ces informations, on pourra les retrouver dans la photo de face. Vous regardez le visage de profil et vous voyez si le visage il est plutôt pointu, c'est-à-dire projeté plutôt vers l'avant, ou alors s'il est plutôt plat ou rentré à l'intérieur, donc projeté vers l'arrière. Quand un profil est plutôt projeté vers l'avant, donc je dirais un petit peu aérodynamique, eh bien ça c'est lié à l'action, c'est-à-dire c'est une personne un peu qui a besoin de foncer, toujours de courir. Si son caractère est comme ça, son visage sera un peu plus aérodynamique, parce que ça va l'aider à avancer, à aller vite, à courir, comprenez? Donc quelqu'un qui court ne peut pas avoir les cheveux qui sont ramenés en avant sur son visage, il a besoin d'avoir les cheveux dégagés en arrière, c'est logique. Sinon ça le freinerait, ce ne serait pas compatible avec son caractère, avec sa personnalité. Donc c'est très simple, la conclusion c'est que une personne qui a un profil plutôt aérodynamique, avec des angles projetés vers l'avant, eh bien on va lui mettre les mouvements de cheveux en arrière. Et une personne qui a un profil par contre plutôt plat, plutôt rentré, un peu comme les profils asiatiques par exemple, sont plus dans la réflexion. Et là on va pouvoir amener les cheveux vers l'avant. C'est comme si là, du coup la personne avait le vent dans le dos, ou elle était en train de freiner. Du coup les cheveux vont avoir tendance à venir vers l'avant pour couvrir le visage. Et là c'est beaucoup plus logique et ça correspond donc à son caractère, à sa personnalité. Ces zones on peut les diviser en trois.
Souvenez-vous de l'interpréteur visuel, auditif ou tactile, c'est la même chose. Vous pouvez très bien découper le visage en trois et voir si par exemple la partie supérieure, donc la partie visuelle, est-ce qu'elle est projetée en avant ou pas au niveau du profil. Si vous voyez que le front par exemple il est bien en pente vers l'avant, bien aérodynamique, là vous vous dites, dans la zone du front, je vais envoyer les cheveux plutôt vers l'arrière. Imaginez par contre le menton, lui il est très rentré à l'intérieur, donc lui il est plutôt dans la réflexion, le menton. Et bien là vous pouvez vous dire, bah là je vais ramener plutôt les cheveux, tu vois, de la nuque, je vais ramener les cheveux de la nuque vers l'avant. Et le milieu, c'est pareil. Est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau des pommettes et au niveau du nez, le nez est plutôt enfoncé dans le visage, donc rentrant, ou plutôt projeté vers l'avant? Et bien là, vous pouvez ramener les cheveux derrière les oreilles pour dégager, si c'est dans l'action, ou cacher les oreilles et ramener vers l'avant, si c'est dans la réflexion. Donc soit vous créez un mouvement global sur le profil, selon qu'il soit aérodynamique ou pas dans sa globalité, soit vous pouvez également découper le profil en trois zones, visuel, auditif ou tactile, et dans chacune des zones, voir si c'est aérodynamique ou pas pour mettre les cheveux en arrière ou en avant, tout simplement. Et là, vous serez précis, vous serez en parfaite correspondance avec la personnalité, et vous pourrez faire le test sur plein de clients, vous verrez ça marche tout le temps, entre les clientes qui n'aiment absolument pas avoir les cheveux qui cachent les oreilles, il y en a qui veulent les mettre absolument derrière, ou les mettre en avant, dégager le front, etc. Eh bien, c'est totalement lié à la personnalité, tout simplement, et à la morphologie que vous pouvez analyser, vous, directement au niveau du profil. Alors, nous arrivons au terme de cette formation qui a été dense. J'ai parlé vraiment de manière synthétique parce que le contenu est assez dense, mais vous avez maintenant toutes les informations, en plus les dernières innovations et recherches en morphologie qui vous permettent de mieux appréhender votre cliente et de donner des conseils que vous pourrez appliquer directement en salon dès demain. Donc vous avez appris en résumé à décoder le personnage que veut incarner le client. Souvenez-vous, c'était décoder la personnalité et les coiffures en moins de 10 secondes. Et on a vu toute la morphologie qui permet d'accompagner vos choix, que ce soit sur la lumière, la coloration ou la géométrie de coupe et les différents mouvements. Donc là, vous êtes armé maintenant en morphologie pour le mettre en application le plus tôt possible dans votre salon et le tester en live sur des clients ou entre vous, et vous allez voir que vous allez avoir des résultats vraiment surprenants et surtout un très très bon accueil des clients, puisque pour la première fois, vos clients vont comprendre pourquoi vous faites les choses, vous serez capable de leur expliquer sur quoi vous vous basez pour apporter des réponses, et ça fera vraiment la différence avec n'importe quelle autre méthode de morphologie. Vous pourrez l'expérimenter vous-même d'ailleurs. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions maintenant sur le chat. Je reste en direct pour pouvoir y répondre. Donc la session va durer entre 15 et 20 minutes maximum, des questions. Et vous pourrez toujours par la suite vous inscrire sur notre page Facebook, WeFace, ou sur ma page Samuel le marketeur inverse sur Facebook, pour continuer à poser par la suite d'autres questions. Si vous êtes intéressé par l'application WeFace, donc là bien sûr c'est le top, c'est une application qui vous permet à partir d'un iPad, donc c'est très simple à installer, de faire une photo de face de votre cliente directement en salon et d'avoir tout de suite un résultat sur le meilleur profil, sur toutes les zones morphologiques, etc. Vous pouvez avoir un dossier qui peut aller jusqu'à 45 pages de conseils sur la personnalité et sur la morphologie de votre cliente. C'est même un service d'ailleurs que vous pouvez vendre, ces 45 pages, ça a une vraie valeur pour le client. Donc n'hésitez pas à aller sur le site weface.com et à aller voir un petit peu les explications, les démonstrations de cette application qui est hyper simple et ludique à installer. Je le rappelle, il n'y a pas besoin d'être informaticien, pas besoin d'être pointu en morphologie. Cette application, elle est faite vraiment pour tous les coiffeurs et tous les professionnels du conseil en images qui veulent aller un peu plus loin dans le service et dans le diagnostic, sans se prendre la tête, sans avoir de difficulté à retransmettre la formation aussi à ses salariés. Eh bien, si dès demain vous voulez la mettre en place dans votre salon pour que tous vos collaborateurs puissent avoir le même discours et en tout cas les mêmes référentiels en termes de morphologie et de personnalité sur votre cliente, ben voilà, vous pouvez l'avoir immédiatement à partir du site internet weface.com. L'application est sans engagement, donc vous pouvez essayer un mois si vous voulez, puis arrêter le mois suivant. Vous êtes totalement libre et autonome,
Et je le rappelle parce que je vois déjà des questions qui me demandent combien ça coûte. Donc l'application coûte 29 € par mois simplement. Et sachant que vous pouvez même, si vous souscrivez 12 mois directement, obtenir des mois gratuits. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette première formation digitale organisée par WeFace. Je reste en ligne pour répondre à toutes vos questions pendant 15 à 20 minutes, voilà, selon les questions. Et merci de votre attention.